Procédure et résultats d'investigation au procès Thomas Sankara. Les experts ce jour se sont appesantis sur l'identification des 13 corps. Le film sur la reconstitution des faits a également été projeté. Ambiance au tribunal militaire dans quelques instants. Le dossier de cette édition est consacré au balafon en pays d'Agara, un instrument de musique occupant une grande place dans la société. Sensibilisation, interpellation, moments de joie ou de peine, les balafonistes y traduisent bien souvent leurs ressentis. Force est de constater pourtant qu'ils se font de plus en plus rares. Constat dans la commune de Koper dans cette édition. Deuxième sortie pour les étalons ce 13 janvier contre le Cap-Vert. Encadrement technique, fédération et joueurs sont dans les derniers réglages. Entre entraînement et détente, le staff technique était face à la presse. Le moral du groupe et les derniers détails en fin de journal. Ce sont les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Passation de charge à la Direction générale de la police nationale. Nommé en Conseil des ministres le 5 janvier dernier, le contrôleur général Dieudonné Ouattara est désormais le directeur général de l'institution. En remplacement de Jean Bosco Kienou, il a été installé officiellement dans ses fonctions par le ministre de l'administration territoriale. Cohésion sociale et continuité dans les actions est son leitmotiv. Témoignage de la cérémonie de passation avec Bernard Koumbelem et Ahadi Sandamba. Le contrôleur général de police Dieudonné Ouattara, investi de plein pouvoir au poste de directeur général de la police nationale en remplacement de l'inspecteur général de police Jean Bosco Kienou, qui aura passé 4 années, 4 mois. Hey! Alors, présentez, alors. Le nouveau patron de la sécurité intérieure engage les hommes et femmes de son secteur dans la lutte contre le terrorisme, défi actuel auquel fait face le Burkina Faso. Vous savez qu'il y a une stratégie de lutte contre le terrorisme où effectivement chaque corps doit jouer sa partition et la police nationale sous ma houlette s'engage effectivement à jouer sa partition dans en tout cas, la mise en œuvre de cette stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Pour y arriver, le rapprochement du commandement avec les hommes de terrain ainsi que la culture de la cohésion sociale dans les rangs de la police nationale sont les priorités de Dieudonné Ouattara. Il s'agit d'abord de pouvoir cultiver cette cohésion au sein du corps. Et il s'agira d'être effectivement aux côtés des hommes pour pouvoir mener correctement nos missions et qu'il n'y ait pas effectivement de distance. Je pense que cette cohésion passera effectivement par le rapprochement du commandement avec les hommes sur le terrain. Né en mai 1974 à Bobo-Dioulasso, le contrôleur général de police Dieudonné Ouattara a occupé plusieurs postes de responsabilité aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Avant sa nomination, il était le secrétaire permanent du Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse. Et le procès Thomas Sankara qui se poursuit à la salle des banquets de Ouaga 2000. L'audience du jour a été marquée par les exposés des experts sur les procédures et les résultats d'investigation relatifs aux 13 corps. Le film sur la reconstitution des faits a aussi été diffusé. Les détails de la journée avec Arasma Nezundi et Sébastien Zongo. Le film d'1h40 est tourné au Conseil de l'Entente où le président Thomas Sankara et 12 autres personnes ont été tuées le 15 octobre 1987. Sur les lieux du crime, 16 personnes, des témoins et des accusés à ce procès se succèdent, chacun expliquant ce qu'il a vu, entendu et fait ce jour-là. Le général Gilbert Diendéré était lieutenant et responsable de la sécurité du Conseil de l'Entente. Plusieurs personnes disent l'avoir vu sur les lieux avant la fusillade. Mais le concerné ne se souvient pas des personnes qu'il a rencontrées ce jour-là, mais soutient qu'il est venu après le drame. Sur l'écran, on le voit dans la cour voisine de l'École nationale d'administration et de magistrature. C'est d'ici que j'ai entendu les coups de feu, dit-il. Et on voit le général refaire le chemin qu'il décrit, explication à l'appui. Arrivé devant le conseil, je me suis renseigné auprès des éléments en poste pour savoir ce qui s'est passé, poursuit le général, avant d'ajouter
qu'une fois à l'intérieur, il a vu les corps des infortunés, mais ne s'en est pas approché. Une voix lit un extrait de déclaration devant le juge d'instruction disant que le général n'a pas contesté les échanges téléphoniques avec le témoin Gambo Léonard quelques minutes avant le drame. Mais au moment des observations sur la projection, le général demande une rectification. Je n'étais pas au courant de ce coup de fil et on ne m'en a jamais parlé. Avant la séance de visionnage, le professeur d'anatomie-pathologie Robert Soudré et le docteur Norbert Ramté révèlent que l'état de dégradation avancé des restes exhumés pour autopsie et analyse n'a pas permis d'identifier les corps par l'expertise d'ADN et que l'identification a été faite par d'autres méthodes scientifiques avec la participation des familles des victimes. Concernant les investigations balistiques, le commissaire divisionnaire de police Alain Mira révèle entre autres que l'expertise des vêtements du président Sankara montre qu'il a été criblé d'au moins 7 balles à l'épaule, à la poitrine, au bas-ventre et une dans le dos. Le président du tribunal militaire a par la suite donné la parole aux ayants droit des victimes. Et nous, famille, on n'a pas eu l'occasion de voir, voilà, c'est mon frère qui est mort, c'est mon papa qui est mort, c'est mon père. Non, on n'a pas eu cette occasion-là. Donc moi je ne vois pas pourquoi je vais quand même rater une telle occasion pour le dire et demander la justice, et demander la vérité. Et aussi remercier ceux qui ont contribué à ce que ce procès ait lieu, parce que pour nous, il n'a plus jamais avoir lieu. La famille Sankara fait partie des ayants droit qui n'ont pas souhaité prendre la parole à cette audience. L'audience reprend le 24 janvier prochain avec les plaidoiries des parties civiles et de la défense, sans oublier les réquisitions du parquet militaire. C'est un soutien qu'apporte l'Alliance pour le développement à la transition malienne. Ce 12 janvier, par le truchement d'une conférence de presse, le jeune parti politique dit être remonté contre les sanctions des institutions communautaires à l'endroit du Mali. Plus de détails dans ce compte-rendu fidèle de Moussa Oudraogo et Ahadi Sangamba. Face aux hommes et femmes de médias, les responsables de l'Alliance africaine pour le développement donnent leur lecture de la situation politique qui prévaut actuellement en Afrique de l'Ouest. Ils s'insurgent ici contre les sanctions infligées à la transition politique malienne par l'UEMOA et la CEDEAO. Par la même occasion, l'Alliance africaine pour le développement se dit inquiète de ce qui adviendra si toutefois la situation au Mali s'empire. Cette douleur est inacceptable et contre toute valeur prônée par nos ancêtres, les valeurs de la société africaine. Nous invitons toute la classe politique nationale et internationale, les organisations de la société civile, à se mobiliser. Car si le Mali est déstabilisé, c'est toute la sous-région qui le sera. L'Alliance africaine pour le développement appelle alors les décideurs politiques nationaux et de la sous-région à se pencher sur la situation au Mali. L'Alliance africaine pour le développement est un parti politique burkinabé porté sur le fonds baptismal en juillet 2021. Un parti qui se veut panafricain de par sa dénomination ainsi que son idéologie. Elles sont au nombre de 3 et prenant la presse à témoin, elles appellent à des mesures urgentes pour sauver le Loroum et le Yatenga. Des organisations de la société civile qui ont expliqué le 8 janvier la situation sécuritaire vécue par les deux provinces. On en sait un peu plus avec Boukari Ouedraogo et Moussaki. Devant journalistes et membres d'associations du Yatenga, 3 représentants d'organisations de la société civile, la CCVC, le mouvement Sauvant le Yatenga et le mouvement Loroum Optam. La coalition dépeint la situation sécuritaire dans la région du Nord à travers cette conférence de presse. La quasi-totalité des localités du Loroum et plusieurs autres du Yatenga se sont vidées. Des centaines de structures éducatives et sanitaires sont fermées dans la région pour cause d'insécurité. La région du Nord totalise à ce jour 143 544 personnes déplacées internes selon les données en date du 30 novembre 2021 du ministère en charge de l'action humanitaire. Sur le terrain, la réalité est dure à supporter par des déplacés internes, martèle le conférencier. Des conditions de vie très précaires, soutenues par une vie chère jamais égalée. Ces personnes déplacées internes vivent dans une précarité absolue. Problèmes de logement,
de recensement, d'alimentation, etc. Le litre d'essence se négocie entre 1500 et 2500 francs. Le kilogramme de riz et le litre d'huile coûtent respectivement 750 francs et 1500 francs quand il y en a. Face à ces constats, la CCVC, le mouvement Sauvons le Yatenga et le mouvement Lorum Loptam exigent une prise de mesures urgentes. Premièrement, la prise de mesures pour la sécurisation des villages en vue du retour des populations. Deuxièmement, le renforcement des capacités opérationnelles des FDS. Troisièmement, la promotion et le soutien des initiatives locales de sécurité, l'autodéfense, par un armement conséquent et une motivation suffisante. Quatrièmement, la libération immédiate de la RN23 reliant Wayuguya à Titao et l'approvisionnement immédiat de la ville de Titao. Les organisations de la société civile ont rendu hommage aux FDS et VDP et les appellent davantage à une solidarité avec les déplacés internes. Mais avant le début de cette conférence de presse, l'assistance a observé une minute de silence en mémoire des victimes des attaques terroristes au Burkina Faso. Dommages collatéraux de la situation sécuritaire, les déplacés internes, 168 ménages ayant trouvé refuge dans la ville de Fada bénéficient du soutien du mouvement Ougoulmofi. Plus de 2 millions convertis en vivres pour matérialiser l'engagement du mouvement à participer à l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Le témoignage de Presly Kemtoré et Ibrahim Assanou. Le mouvement Ougoulmofi fait un don de vivres à 168 ménages déplacés internes de Fadangourman. Nous sommes juste dans la logique de notre mouvement qui se bat de façon globale pour l'amélioration des conditions des populations ici dans la région de l'Est. Et c'est en ce sens-là qu'il faut comprendre le geste de ce matin qui n'est qu'un complément de l'action de revendication. Autant effectivement nous attendons que le gouvernement fasse en tout cas davantage d'efforts, nous pensons aussi que nous pouvons à notre niveau aussi apporter notre contribution, si modeste soit-elle. Plus de 2 millions ont été récoltés suite à l'appel à solidarité lancé par Ougoulmofi. Appel entendu par l'association Solidarité Gourmandier. C'est les Gourmandiers qui se sont déplacés pour d'autres pays. Nous avons interpellé tous ces gens-là par un lien qu'on a créé, Solidarité Gourmandier, juste pour venir au soutien de nos parents qui sont dans des difficultés. Moi, j'ai reçu ce don avec une grande joie parce que c'est depuis le 23 décembre que j'ai quitté le village où nous étions. Au total, 200 sacs de 25 kg de riz ont été distribués. Au coordonnateur du mouvement d'affirmer que le cap sera maintenu pour la réclamation des meilleures conditions de vie. Première expérience, une réussite pour le pôle de croissance de Bagré. Une fois des produits du pôle s'est tenue sur 72 heures. Elle a été l'occasion de valoriser le Made in Burkina à travers la présence d'une soixantaine d'exposants et le développement du thème y relatif. La clôture avec Bernard Diassou. En visitant ces stands à cette clôture de la première grande foire des produits du pôle de croissance de Bagré, le gouverneur du centre-Est et son homologue du centre-Sud encouragent les producteurs, les transformateurs et les conservatrices à plus d'abnégation et de professionnalisme dans leur travail. Au cours de la cérémonie, Bagré Pôle a restitué la synthèse des panels sur les thèmes, une restitution suivie d'une remise d'attestation des participants à tous les exposants et des prix spéciaux aux meilleurs exposants. 75 à 80% des acteurs, c'était des femmes. Et ça, c'est très réjouissant. Ça indique à souhait le dynamisme de la jeune féminine dans ce domaine de la transformation. Les produits sont de qualité, avec des labels. Dans l'ensemble, les participants ont salué la tenue de cette première foire des produits du pôle de croissance de Bagré. Nous venons pour avoir de l'expérience et puis avoir des connaissances. Ça fait ma 3e foire que j'ai fait comme ça. Mais je suis contente. Cette foire se referme sur le thème « Contribution des foires à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la promotion des économies locales dans un contexte de résilience au Burkina Faso ».
Nous avons tenu à venir marquer notre satisfaction, féliciter le directeur général de Bagré Paul et l'ensemble des producteurs de la zone et en même temps les encourager à poursuivre parce que, comme on l'a dit, c'est à travers les foires que nous pouvons lutter contre l'insécurité alimentaire et promouvoir l'économie locale. La foire des produits du pôle de croissance de Bagré ainsi que le thème choisi participent à la mise en œuvre des orientations gouvernementales en matière de mise en valeur des potentialités économiques du pays pour une sécurité alimentaire et un développement durable des économies locales, gage de la résilience. Un nouveau président pour l'interprofession de l'Anacard au Burkina, Ibrahim Sanfo, porté à la tête de la structure à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire. Il remplace à ce poste Minata Kone, qui totalise 6 années de service, Maneka Hien et Ismaël Saturnin Paris. Ibrahim Sanfo prend officiellement les commandes du comité interprofessionnel de l'Anacard du Burkina Faso, CIAB. Le nouveau président remplace Minata Kone, qui a fait 2 mandats de 3 ans à la tête de la structure. Aujourd'hui, en fin d'émission, l'ancienne présidente dresse un bilan satisfaisant, malgré des difficultés qui ont jalonné sa mandature. C'est une mission remplie et réussie. On a eu beaucoup de difficultés, mais bon, avec les conseils des uns et des autres, on est resté. Sinon, nous avons quand même tenu sans fond à organiser les lancements de campagne. Ces lancements de campagne rassemblent tous les acteurs de la chaîne de valeur. En prenant la tête du CIAB, le nouveau président dit mesurer l'immensité de la tâche. Une mission qu'il compte réussir avec l'accompagnement de tous les acteurs de la filière. On va d'abord s'inscrire dans la continuité. Je sais très bien les chantiers qui sont déjà en cours, à savoir travailler à rendre la filière autonome, tenir à ce que la maison de cajou soit une réalité, travailler à ce que les unités de transformation ne manquent plus de matières premières, travailler à ce que les commerçants et exportateurs puissent mener leur activité dans un environnement sain, travailler, faire de sorte que les producteurs qui sont au champ, qui sont dans les vergers, continuent à pratiquer les bonnes pratiques agricoles. À cette cérémonie de passation de charges, des attestations de reconnaissance ont été discernées à certains partenaires techniques et financiers. La présidente sortante aussi a reçu un trophée en hommage à tout le travail abattu durant ces 6 années à la tête du CIAB. Et comment se porte la filière élevage dans la région de l'Est? Le diagnostic est posé par le comité régional de transhumance à la faveur de sa première session de l'année. Une session qui se tient grâce à l'accompagnement du Fonds de consolidation de la paix. Le CORET peine en effet depuis 7 ans à tenir ces sessions faute de moyens. L'ouverture des travaux avec Désiré Ilboudo et Aruna Marie. Le comité régional de transhumance de l'Est se concerte à Fadangourma. C'est une première dans la vie de cette structure depuis sa mise en place en 2015. Raison évoquée pour justifier ces retards, les difficultés financières. Pour le rayonnement de la filière élevage, les acteurs vont examiner les entraves à la bonne marche de leur comité et proposer des pistes de solutions. L'ensemble des espaces jadis dédiés à l'élevage sont aujourd'hui occupés par des groupes armés terroristes, par d'autres exploitants illégaux du secteur rural, mais il y a également que les pays limitrophes où généralement nos éleveurs partent en transhumance pour trouver de l'eau, pour trouver un peu de fourrage pendant les périodes de disette. Ces pays limitrophes ont décidé de nous fermer leurs frontières et toutes ces questions-là seront débattues. Le Fonds de consolidation de la paix soutient la FAO et l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, dans le cadre de la dynamisation du comité. Cette tribune est aussi un cadre pour prévenir et atténuer d'éventuels conflits pouvant résulter de la mobilité des animaux. Notre région est traversée par les transhumants nationaux, Sahel Centre-Nord et étrangers, nigériens et maliens, en destination du Togo, du Bénin ou du Ghana. De tels mouvements d'animaux, s'ils ne sont pas effectués selon les règles, seront des sources de conflits entre les éleveurs
et autres acteurs du monde rural. Les travaux se déroulent en 2 jours, marqués par des communications sur la transhumance au Burkina Faso, les conflits communautaires et les mécanismes de leur gestion dans la région de l'Est. Un plan d'action du comité de transhumance de l'Est sera élaboré à l'issue des échanges. L'ambition des acteurs promouvoir une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma. À Bobo-Dioulasso, le dispositif de contrôle de la police se renforce avec l'acquisition de radars, de quoi être plus regardant sur la limitation de vitesse afin de réduire le taux d'accident. Une de nos équipes était sur place pour prendre partie à une mission de contrôle dans la ville. Nous suivons le constat de Betty Bienaon et Karim Sissé. Ali Ouattara est tombé dans les mailles du filet de la police municipale ce matin. Il est flashé à plus de 50 km/h. Il passait pour aller un peu en ville. On nous a interpellé tout à l'heure qu'on était à 55 km. C'est vrai, c'est à 50 km on doit attendre, mais l'amende forfait est trop. 12 000 francs. À notre temps d'aujourd'hui, vraiment, c'est pas facile. Vous pouvez revoir ça avec les autorités pour qu'ils diminuent, ça va nous faire plaisir. Nous sommes sur l'avenue Charles de Gaulle de Bobo-Dioulasso, où une équipe mobile de la police municipale procède au contrôle du respect de la limitation de vitesse en agglomération. Une limitation qui est de 50 km/h ici à Bobo-Dioulasso. On essaie de voir un véhicule qui vient, on le flash. Lorsqu'on flash, l'appareil nous indique le kilométrage. Par rapport à ça, on signale aux éléments qui sont sur le terrain de passer à l'interpellation du dit véhicule. Ils sont nombreux les usagers de la route à être interpellés, même si certains d'entre eux sont réfractaires à l'approche de notre caméra. Nous sommes là il y a à peu près 1 heure de temps. Ceux qui ont été interpellés sont dans la cinquantaine, ont été flashés. Les documents ont été saisis. C'est vrai qu'il y a d'autres, on peut les sensibiliser. Parce que quand vous croisez un cas social, il faut les sensibiliser. D'autres aussi, naturellement, sont réprimés. Ils s'acquittent de leurs amendes et ils continuent. Au dit des agents de la police municipale de Bobo-Dioulasso, cet exercice de contrôle ne fait pas l'unanimité à tout moment. Mais qu'à cela ne tienne, ils disposent de moyens convaincants pour persuader les usagers de la route les plus sceptiques. Si on prend l'exemple sur ça, le gars, je l'ai pris, il était à 172 mètres. Il était à 59 km/h. Voilà. Et si la personne n'arrive pas à bien voir le véhicule, il y a une possibilité également de zoomer pour qu'il puisse lire également son immatriculation. Voilà. Si tu dis que ce n'est pas pour toi, l'immatriculation, en tout cas, ce n'est pas de l'immatriculation. C'est dans le dernier trimestre de 2021 que la mission de répression a débuté dans la ville de Bobo-Dioulasso. Mais avant cette phase actuelle qui est répressive, la police municipale a mené des missions de sensibilisation sur plusieurs mois. De l'analyse du chef de mission, l'avènement du radar a contribué sensiblement à réduire le taux d'accidents de circulation liés aux excès de vitesse dans la ville de Bobo-Dioulasso. Le dossier de cette édition, à présent, il est consacré au balafon en pays d'Agara, compagnon de tous les jours, des bons et mauvais moments. Il est aussi un instrument utilisé dans la sensibilisation. Ces rythmes traduisent très souvent l'état d'âme de l'instrumentiste, mais force est de constater qu'il tend de plus en plus à disparaître. Immersion à Copper dans l'univers du balafon avec Elvis Tuina et Lambert Soma. Si j'ai faim ou bien j'ai un problème, si j'ai à prendre mon balafon, j'ai joue, j'ai oublié ça. Quand moi je joue le balafon, ça me soulage. Qu'il soit à 15 ou 18 lames, le balafon procure les mêmes sensations chez ses adeptes en pays d'Agara. Les sonorités qui sortent de cet instrument à percussion de la famille des xylophones régulent la vie dans la société d'Agara. Le balafon dans la culture d'Agara est l'instrument de prédilection. L'instrument capital pour toute activité culturelle. C'est un porteur de messages, c'est un vecteur de communication. Il est au cœur de toutes nos activités.
Si dans certains villages tout le monde peut jouer au balafon, l'apprentissage du balafon se perpétue de génération en génération chez d'autres. C'est d'ailleurs le cas de ce balafoniste de la commune de Kopé. Il participera à sa 5e SNC en 2022 tout en assurant des coups de balafon à Accra, au Ghana. Mon papa joue le balafon et mon grand frère, il y a les autres grands frères qui connaissent jouer le balafon. En tout cas, notre famille ici, on a beaucoup de jouer de balafon. Ma chère mère connaît jouer de balafon. Malgré l'importance reconnue du balafon chez les Dagara, les joueurs de cet instrument deviennent de plus en plus rares. La menace, elle est réelle. On a constaté que les balafonistes capables de rendre service à la société là sont d'un certain âge. L'avènement du modernisme qui est là. Aujourd'hui, les jeunes ont tendance à abandonner leur culture. Il y a de ces jeunes, quand vous jouez au balafon, vous allez à une soirée, on joue au balafon. Non, il faut laisser ça. Pour eux, ça n'a plus de valeur. Il faut être dans des situations maintenant douloureuses, par exemple, situation de funérailles, pour comprendre que le balafon est nécessaire. Face à cet état de fait, des actions sont menées ici et là pour redonner son lustre d'antan au balafon et par ricochet aux balafonistes. Nous avons, en collaboration avec la direction provinciale chargée de l'éducation, des activités culturelles qui sont organisées chaque année où il y a des concours de jeux de balafon. Avec un partenaire, il y a des balafons qui ont été acquis et disponibilisés dans certaines écoles de la province pour permettre aux élèves surtout d'être en contact avec cet instrument de musique. On a ce projet-là de faire encore un bal au balafon le 26 février 2022. Juste pour motiver les jeunes à s'intéresser au balafon. Créer une école dédiée à l'apprentissage du balafon, c'est l'ambition de ce joueur de balafon professionnel. En sport, le Burkina retrouve son coach Kamou Malo et Edmond Tapsoba pour sa prochaine sortie en Coupe d'Afrique des Nations. Le 11 national devra se passer toutefois des services de Bertrand Traoré. Des informations livrées lors de la conférence de presse d'avant-match tenue ce jour au Cameroun. Le sélectionneur et le vice-capitaine se veulent néanmoins rassurants quant à la volonté du groupe d'engranger les 3 points face au Cap-Vert. Les précisions avec nos envoyés spéciaux Alidou Badini et Christelle Paris. Décidément, la Covid-19 ne lâche pas l'équipe burkinabé. Après avoir récupéré le coach Kamou Malo, les étalons perdent leur capitaine Bertrand Traoré. Les éléments qui sont toujours en confinement, il y a 3, il y a malheureusement une personne qui s'ajoute. Il s'agit de Bertrand Traoré, notre capitaine, qui malheureusement a eu un test positif hier. Alors, lui s'ajoute à Soumaïla Ouattara, à Seydou Semporé et puis à Dango Ouattara. Voilà, c'est les 4 joueurs qui sont présentement en situation de test positif. Malgré cette invitée surprise, la formation burkinabé garde le cap et le moral pour réussir sa 12e CAN. Une réussite qui passe forcément par une victoire sur le Cap-Vert. Nous voulons éviter toute polémique, en tout cas autour de ce qui s'est passé. Nous, on a laissé ça loin derrière nous. Nous nous concentrons effectivement à notre prochain match, dont nous connaissons non seulement l'importance et puis la difficulté, parce que nous savons que nous jouons face à une bonne équipe de Cap-Vert, et comme vous l'avez dit, qui nous a toujours créé des problèmes. Alors, c'est dans les difficultés que les grands hommes se transcendent. Je pense que nos garçons sont préparés à cela. Edmond, c'est un joueur magnifique, et voilà, il joue au très haut niveau. Je me sens très bien avec lui. Quand on joue dans l'axe, voilà, on a des complémentarités qui fait qu'on se comprend, et dans le jeu, tout bien pour nous. Je pense que son retour, ça va nous faire du bien, ça va faire du bien à toute l'équipe. Et voilà, on va essayer de jouer ensemble comme on le fait d'habitude, et je pense qu'il va apporter beaucoup pour l'équipe. Burkina Faso Cap-Vert de ce jeudi 13 janvier 2022 au stade de Lembe, prévu à 20h heure locale, 19h heure de Ouagadougou, sera le 5e face-à-face entre ces deux nations, toutes compétitions confondues. En 4 rencontres, chacune totalise 2 victoires.
Et comment justement se prépare la rencontre? Le Burkina s'est entraîné ce soir avec la motivation et l'envie de se reprendre. Calme et confiance sont les maîtres mots à la veille de ce match décisif. Nous restons avec nos envoyés spéciaux à Yaoundé, Alidou Badini et Christelle Pareil. C'est ici, sur le terrain A de l'annexe du stade d'Olembe, que les étalons sont en train de peaufiner leur stratégie pour faire une meilleure sortie demain face au Cap-Vert. Le moins que l'on puisse dire est que aussi bien les joueurs que Kamou Malo veulent réussir cette deuxième sortie, surtout Kamou Malo qui fera son baptême de feu dans la Coupe d'Afrique des Nations. C'est à la fois excitant et c'est à la fois beaucoup de responsabilités parce que ce n'est pas un club, c'est une équipe nationale, c'est toute une nation qui est derrière. Alors donc nous sommes à la fois heureux mais conscients en tout cas de l'immensité de la responsabilité que nous portons et nous allons tout faire pour être à la hauteur en tout cas de ces attentes-là. Je veux dire que je suis très content de rejoindre le groupe. Et on a senti le match passer qu'il y avait la tristesse dans le groupe. Et moi aussi de mon côté j'étais triste. Et rejoindre le groupe pour les aider à jouer ce match, c'est un plaisir pour moi. Je ferai de mon possible pour les aider. Le but m'a mis en confiance parce que c'est pas facile de marquer un premier but dans un match d'ouverture comme ça. Pour moi ça m'a mis en confiance, mais on ne va pas rester ici ça. Du coup là on a un match à jouer, le match de Cameroun est déjà passé, du coup là on est déjà concentré sur le prochain match demain. L'enjeu de cette rencontre n'est pas le même pour les deux pays. Alors que le Burkina voudrait se relancer dans cette 33e Coupe d'Afrique des Nations, le Cap-Vert veut confirmer avant d'affronter le pays hôte lors de la dernière journée. Ce qui est sûr, c'est que le pays qui aura la victoire lors de cette 5e confrontation prendra l'ascendant sur l'autre.